Je m'appelle Yann Davis. Je suis l'un des principaux techniciens de support et formateurs chez GeoQ. Et cet après-midi, nous allons voir comment effectuer le contrôle qualité QA/QC de vos données selon différentes méthodes dans LP 360. Nous ne couvrirons pas l'exercice en entier, mais je vais lire les différentes sections que nous aborderons au cours de la session d'aujourd'hui. Voilà, parfait. Très bien, tout le monde. Vous pouvez donc ouvrir LP 360 dès maintenant. Nous allons importer un jeu de données OAS et commencer par utiliser notre analyste de fichiers OAS. Pour ceux d'entre vous qui suivent avec le livret d'exercice, nous commencerons à la page 53, section 0200. C'est là que nous allons commencer cet après-midi. Pour débuter cet exercice, j'ajouterai mes données en utilisant la boîte de dialogue « Ajouter des fichiers ». Et si vous utilisez notre jeu de données d'exemple pour cet après-midi, nous allons rechercher ce dossier SO 2025 LP 360 UCLP 0200-0240. AQCQ. Dans ce dossier, vous devriez trouver 5 fichiers .las que nous allons importer pour notre traitement. Je vais sélectionner ces 5 éléments pour mon processus d'importation. Comme je l'ai mentionné, nous allons donc examiner différentes méthodes d'évaluation de vos données. Pour une analyse plus approfondie, nous irons dans l'analyste de fichiers .las, mais vous pouvez également effectuer une évaluation avant même d'importer dans LP 360 en cliquant sur ce bouton pour développer les informations d'en-tête concernant vos fichiers .las individuels. Maintenant, certains des attributs qui seront simplement affichés ici sont le nombre de points, la taille totale du fichier LAS, les différentes dates concernant ces données, y compris la date de génération, les informations sur le système de coordonnées, et vous remarquerez la version ainsi que le PDRF. Il s'agit du format de données de points utilisé pour toute donnée LAS générée à partir de LP 360. Ce sera un PDRF7. Cela signifie qu'il a la capacité de stocker la classification ainsi que les valeurs RVB et d'autres attributs. Il est donc important de comprendre quelle version de PDRF utilise votre jeu de données. Maintenant, pour cet exercice, nous allons le paramétrer en lecture-écriture, mais pour commencer, nous allons d'abord cliquer sur « Charger uniquement l'empreinte ». D'accord? Nous allons charger uniquement l'empreinte. Une fois que je clique sur « OK », vous devriez voir ces boîtes apparaître sur votre carte. C'est parce que lorsque vous chargez l'empreinte, vous ne chargez pas les données LAS réelles. Vous chargez uniquement la limite des points les plus extérieurs. Donc, pour certains utilisateurs, cela permet de visualiser la couverture globale de leurs fichiers LAS avant de les charger. Parce que le fichier LAS peut être volumineux, il peut être difficile pour votre ordinateur de le gérer et au moins de cette façon, vous pouvez identifier la zone où il se trouve. Pour charger les données, nous pouvons faire un clic droit sur notre fichier LAS et sélectionner l'analyste de fichiers LAS indiqué ici. Ce même outil peut également être activé dans le ruban du projet ici sous Analyse de fichiers LAS. Maintenant, j'aimerais que vous prêtiez attention à cette colonne tout au bout. Cela indique que le fichier LAS n'a pas été analysé. Cela signifie que toutes nos informations de points n'ont pas été renseignées pour cet ensemble de données spécifiques. Vous pouvez également remarquer que ce bouton est enfoncé ou activé sur mon ordinateur. Si je le désactive, comme vous le voyez ici, seuls les noms des fichiers LAS seront affichés. Si vous activez ce bouton ici, les informations d'en-tête seront affichées. Il s'agit donc des mêmes informations que l'on peut voir dans la boîte de dialogue d'importation. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez voir vos points ou le nombre de points, la taille de votre fichier, la date à laquelle il a été généré, les informations sur le système de coordonnées, la version, le PDRF, le type de pyramide et bien plus encore. Ces informations sont très importantes pour comprendre vos données et leur formatage, pas seulement les données elles-mêmes. Passons maintenant à l'analyse. Donc, encore une fois, je vais simplement réactiver ce bouton. Vous verrez que tout cela est à 0. Si je sélectionne l'un de ces fichiers, cela activera mes boutons ici et je pourrai cliquer sur « Analyser ».
L'analyse parcourt et calcule tous les attributs individuels à cet égard, donc vos coordonnées minimales X, Y et Z, ainsi que les coordonnées maximales X, Y et Z pour vos points, votre point maximal, la densité, l'intensité, les points, le nombre de retours, votre retour le plus élevé et bien d'autres informations sur les données qui ont été collectées. Vous pouvez également effectuer différents types d'analyse, d'édition et de réparation en utilisant le bouton d'option que vous voyez ici. Si j'active celui-ci, vous verrez ici. Dans l'onglet Analyse, il devrait automatiquement sélectionner Masquer les colonnes avec des valeurs nulles, comme les retours, les classes et l'ID de source de points. L'ID de source de points fait référence à l'identifiant attribué à chaque point en fonction de la ligne de vol utilisée pour la création. Dans l'option Analyser, vous pouvez choisir de cocher ces options ici, ce qui permettra de vérifier si cela a été généré en tant que type de pyramide QVR et si c'est valide. Dans l'onglet LAS ou LAS, vous disposez de nombreux autres attributs que vous pouvez activer pour évaluer si cela répond à un seuil spécifique. Donc, est-ce que tous ces attributs sont correctement lus à partir de l'entête de ce fichier LAS en particulier? Dans l'onglet Réparer, vous avez la possibilité de mettre à jour votre fichier QVR si nécessaire, ou dans l'onglet LAS, vous pouvez mettre à jour n'importe quelle information de l'entête ainsi que réparer tout SRS. Maintenant, si vous utilisez cette option de mise à jour pour votre SRS ou système de référence spatiale, gardez à l'esprit que cela ne fait pas de reprojection. Ceci est uniquement destiné à réparer l'historique du système de coordonnées tel qu'il est associé à ce fichier. Cela ne modifie en rien les données, sous aucune forme. De même, avec notre option d'édition ici, nous pouvons activer quelques options différentes qui peuvent être modifiées à l'aide de cette boîte de dialogue particulière. Et cela inclut notre identifiant de source de points. Maintenant, si nous choisissions l'une de ces options à des fins d'exécution, par exemple, si nous décidions d'analyser nos données, je veux que vous remarquiez que celles-ci sont mises en surbrillance en rouge. Lorsqu'elles sont surlignées en rouge, cela signifie qu'il y a quelque chose de sélectionné dans cet onglet particulier, dans ce cas pour l'analyse ou pour le scan. Je vais laisser toutes mes options activées sous mon dernier onglet ici, cliquer sur OK et maintenant je vais analyser mes données. Je veux donc que vous remarquiez que notre bouton d'analyse ici a une petite icône. Si vous regardez à gauche, vous verrez exactement la même icône. Cela signifie que si vous souhaitez consulter vos attributs analysés, vous devrez activer ce bouton. Pour l'instant, vous verrez qu'ils sont tous à 0 car je n'ai pas encore cliqué sur le bouton d'analyse. Une fois que je clique sur Analyser, il effectuera alors un test sur chaque attribut que j'ai activé dans la boîte de dialogue vue précédemment. Maintenant, lorsque vous passez la souris dessus, vous pouvez voir que celui-ci indique que le fichier QVR n'existe pas. C'est parce que notre dernier fichier est pyramidé en utilisant LPLAS. LPLAS est un style de pyramide différent, donc il est normal de voir qu'il échoue pour la pyramide QVR. Si nous regardons sous notre entête, il recherche la signature d'entête LASF. Dans ce cas, ce critère est bien respecté. C'est pareil si nous passons à notre identifiant de projet. Il contient uniquement des zéros. Est-ce bien le cas? Oui, il affichera cette information, et ainsi de suite. Cela peut être fait pour plusieurs fichiers LAS en même temps en maintenant la touche Maj enfoncée lors de la sélection et en cliquant sur Analyser. Il triera alors tous vos derniers fichiers au lieu de les traiter individuellement. Ceci est utilisé pour évaluer les attributs globaux de votre fichier LAS. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème. C'est une façon de comprendre vos données, ainsi que les informations d'entête qui y sont stockées. Une façon d'afficher nos limites ici. Comme vous pouvez le voir, je viens de cliquer sur ce bouton et mon nuage de points est apparu. C'est parce qu'il chargeait les points de délimitation pour ces fichiers. Nous avons également une option de sélection graphique qui vous permettrait de sélectionner ces différents fichiers LAS et de les identifier. Ce même type d'affichage que vous voyez ici,
Si je ferme mon dernier analyste de fichiers, ils peuvent également être trouvés dans le ruban de la carte. Cela inclut l'affichage des limites, la sélection graphique et le chargement et la sélection. Donc, si cela n'était pas encore chargé, si vous ne voyez encore que vos points de délimitation, vous pouvez activer cette fonction et sélectionner n'importe laquelle des limites que vous souhaitez charger dans votre LP 360 et elle se chargera automatiquement. De plus, sur l'onglet LAS, Fichier, situé en bas de la table des matières, vous allez naviguer et voir vos différents fichiers la lister. Maintenant, il y a quelques icônes associées à cela. La première est celle qui indique votre style de pyramide. Dans ce cas, nous avons notre type de pyramide LP-LAS. Si vous utilisiez QVR, ce serait sous forme de pyramide. Cette colonne suivante indique si les données « Oups, ça ne va pas survoler maintenant, n'est-ce pas ?» Non, il ne me laisse pas interagir pour une raison quelconque. Ceci indique si les données ont été correctement chargées et scannées dans votre jeu de données. Et voici notre indication, l'icône de cadenas. Si votre jeu de données est ouvert en lecture-écriture, il sera vert. S'il est en lecture seule, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le modifier ou l'éditer de quelque manière que ce soit, il sera rouge. D'accord. Donc, dans notre document d'exercice, je vais passer à la section 4 avant de faire la section 2. La section 4 sera l'évaluation des statistiques du nuage de points que nous allons réaliser. Les statistiques du nuage de points se trouvent dans l'onglet QA/QC. Pour ceux d'entre vous qui suivent avec le document imprimé, je suis à la page 57 pour la section 4. Donc, dans l'onglet QA/QC, nous allons sélectionner ici nos statistiques du nuage de points. Pour la sélection de nos points sources, cet ensemble de données est un peu différent de celui de l'année dernière, donc nous n'avons pas besoin de sélectionner tous les mêmes attributs concernant nos données. Mais nous allons quand même choisir de n'examiner que nos premiers retours. Cela signifie donc que lorsque le faisceau laser a été émis par votre scanner, le premier objet qu'il a touché sera enregistré comme un premier retour. Et ce sont ces objets que nous allons évaluer pour l'instant. Donc, sous l'onglet « Retour », là où il est indiqué tous les retours, dans ce menu déroulant, je vais choisir uniquement le premier retour. De plus, nous allons également appliquer un filtre pour notre angle de balayage. Cela nous aide à éliminer tout chevauchement qui pourrait apparaître lors de notre évaluation. Maintenant, cet ensemble de données particulier provient d'un UAV, alors que cet exercice était à l'origine destiné à un ensemble de données beaucoup plus vaste et moins dense. Nous allons donc modifier ces valeurs minimales et maximales. Donc, ce que je vais faire pour créer cela, c'est cliquer sur le bouton « Plus ». Vous devez donner un nom à ceci. Donc, dans ce cas, je vais l'appeler « sans chevauchement », car nous allons exclure tous les points de chevauchement qui auraient été collectés lors de ce vol. Nous allons maintenant poursuivre en continuant d'utiliser l'option « Entre ». Et pour cet exemple précis, je vais choisir d'appliquer les valeurs de moins 20 et plus 20. Et vous pouvez soit choisir de laisser la rampe de couleur, soit sélectionner une couleur spécifique. Maintenant, si vous vouliez réellement filtrer cela dans votre nuage de points, vous pourriez le faire ici et l'enregistrer comme filtre. Ce qui vous permettrait d'afficher ces points particuliers et d'évaluer si cela couvre réellement les points que vous attendez. Je pourrais donc dire « sans chevauchement ». Et je vais appeler cela « exercice » parce que j'ai plusieurs filtres différents. Et il sera maintenant ajouté à mon menu déroulant et je pourrai l'utiliser pour l'affichage. Donc, dans ce cas, je vais cliquer sur « Filtrer » uniquement et vous verrez que l'icône jaune apparaît. L'icône jaune dans le filtre Live View indique qu'un filtre est en place, donc nous allons cliquer sur OK. Oups. Oui, c'est bon. Comme j'ai fait quelques modifications ici en changeant uniquement cette option de filtre, il me demande d'enregistrer ces modifications. C'est bon. Je vais enregistrer cela.
Maintenant, sous l'onglet Général, nous avons quelques attributs différents que nous allons sélectionner ici. Cela va inclure notre densité de points et notre espacement nominal des points. Nous voulons également extraire par fichier. Sous les attributs de points, vous allez également sélectionner quelques options différentes. Donc, la première sera notre élévation. Pour l'élévation, je veux que vous sélectionniez minimum, moyenne et maximum. Pour l'option intensité, je veux que vous cochiez ces mêmes options, donc minimum, moyenne, maximum. Pour les deux suivantes, nous allons faire le retour. Dans ce cas, nous ne prendrons en compte que les retours minimum et maximum détectés dans notre nuage de points. Et nous pouvons également choisir notre temps GPS. Là encore, ce sera simplement le minimum et le maximum, ce qui nous indiquera le début et la fin de notre vol. Vous pouvez aussi choisir l'option angle de balayage. Encore une fois, nous allons sélectionner les options minimum, moyenne et maximum sous les attributs d'en-tête. Nous souhaitons activer tous ces attributs ici afin qu'ils soient inclus dans notre fichier de forme de sortie. Au lieu de cliquer sur chacun d'eux individuellement, activez-les tous simultanément avec ce bouton. Absolument. Vous êtes les bienvenus. Donc, dans l'onglet Général, nous procédons à nouveau à l'extraction par fichier, ce qui permettra de calculer ces statistiques pour chaque fichier individuel. Et cela inclura également des informations sur notre densité de points et notre espacement nominal des points. Nous allons utiliser notre espacement nominal des points à l'étape suivante, qui est incluse dans la section 2 de notre exercice, où nous réalisons un raster de densité de points. Très bien. Maintenant, j'aime bien raccourcir un peu ce nom. Donc, normalement, au lieu de laisser ce nom, je l'appelle simplement stats suivi du nom de mon dernier fichier. Ou, si vous souhaitez changer l'emplacement de sortie, vous pouvez le spécifier ailleurs. Comme je l'ai mentionné, j'aime simplement retirer cette partie. C'est juste pour le raccourcir un peu puisque LP 360 a une limite de 200 caractères, mais ce n'est pas une limitation de LP 360. C'est la limitation de Windows. Raccourcir les noms de vos projets peut aider à garder ce chemin d'accès court. De cette façon, vous n'aurez jamais à vous soucier de cette limitation. Vous pouvez choisir d'exécuter cela sur l'ensemble de votre couche ou en utilisant certaines de ces autres options exécutables. Pour mon exercice, je préfère utiliser l'option par couche. Comme il s'agit d'un ensemble de données assez petit, cela devrait s'exécuter relativement rapidement. Et vous remarquerez qu'un nouvel attribut ou une nouvelle couche d'entité a été ajoutée à votre table des matières. Nous allons maintenant ouvrir l'analyste de fonctionnalité pour examiner toutes les informations de sortie. Donc, faites un clic droit sur cette couche d'entité et sélectionnez Analyste de fonctionnalité ici. Et nous pouvons commencer à examiner ces informations. Maintenant, je sélectionne ma première couche ici et je vais commencer à faire défiler vers la droite pour pouvoir voir mon SRS complet qui a été inclus. Voici donc toutes les informations de l'onglet d'en-tête Point que nous avons sélectionné. Nous avons donc notre numéro de version, notre identifiant système, notre logiciel de génération qui a été utilisé. Dans ce cas, il s'agissait de LP360. Donc, cela enregistre également cette information dans votre dernier fichier. Vous pouvez également voir l'année, le jour de l'année où cela a été généré, ainsi que le nombre de points. Ceci s'appelle le nombre de retours. Donc ici, nous avons le retour 1, combien de points existent à l'intérieur, retour 2, 3, 4 et ainsi de suite. Nous avons ici nos plages minimales et maximales pour X, Y et Z. Voici notre densité de points et notre espacement nominal des points. Il semble que ces valeurs ne se soient pas tout à fait remplies correctement, mais ce n'est pas grave. Et c'est en fait très important à des fins de test
Donc, si jamais vous remarquez quelque chose qui ne semble pas tout à fait correct, vous pouvez toujours nous contacter à supportergog.com pour nous aider à améliorer le logiciel afin que nous puissions mieux vous aider. Très bien. Maintenant que nous avons passé en revue ces informations sur notre nuage de points, nous pouvons revenir à notre section Census. Il s'agit donc de la page 55 de l'exercice original. C'est ici que nous allons générer une image de densité de points. Cela nous aide donc à visualiser la densité de points globale de notre nuage de points. Maintenant, la façon dont cela est fait, c'est via l'assistant d'exportation. Vous le trouverez dans le ruban projet de LP360. Donc, sur le ruban projet, localisez l'assistant d'exportation. Il existe de nombreux autres assistants d'exportation ou des livrables qui peuvent être exportés via cet outil, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur celui-ci. Il s'agit d'une exportation de type surface. Donc, sous type, je veux que vous cliquiez sur Surface sous notre filtre de pointe d'entrée. Nous allons configurer quelques éléments différents. Donc, tout d'abord, nous voulons faire la même chose que précédemment, où nous ne regardons que nos premiers retours. Donc, dans mon onglet Retour, je vais cocher Premier retour. Dans ce cas, notre jeu de données n'a pas été classifié avec des indicateurs. Donc, nous n'avons pas besoin de régler cette partie de cet exercice particulier. Donc, vous pouvez ignorer cela. Mais nous allons régler cet angle de balayage comme nous l'avons fait auparavant. Donc, sous angle de balayage, je peux soit le recréer, soit, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez enregistrer un filtre. Vous pouvez venir ici et le trouver. Voici donc mon exercice sans recouvrement. Vous pouvez voir les deux éléments mis en surbrillance ici. Je suis avec le filtre. De cette façon, je n'ai pas à les régler encore et encore. Très bien, maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Dans la méthode de surface, nous allons changer cela pour l'option d'insertion de points. Je veux que vous prêtiez attention aux attributs de surface lorsque nous faisons ce changement, parce qu'avec chaque méthode de surface, il y aura différentes exportations possibles. Donc, avec celle-ci, nous pouvons sélectionner la densité et généralement la longueur du bord de cellule. Vous voulez qu'elle soit généralement un peu supérieure à votre espacement nominal des points, donc souvent. Cela va être d'environ 1,4 mètres. La plupart du temps, vous pouvez aussi le faire calculer automatiquement la taille de cellule en fonction des points qu'il est capable de détecter. Mais dans ce cas, je vais rester sur ce 1,4. Comme il s'agit d'un jeu de données UAV, je pourrais choisir une taille plus petite, mais pour nos besoins généraux, nous allons la garder à cette taille de cellule. Maintenant, lorsque j'ai sélectionné Densité, vous avez peut-être remarqué qu'un nouvel onglet est apparu. Et nous avons aussi quelques attributs que nous pouvons définir à ce sujet. Ici, vous pouvez choisir si ou comment vous souhaitez effectuer votre calcul de densité. Dans ce cas, nous allons choisir Graphique. Ainsi, il sera colorisé en fonction de la densité de points. Ici, nous allons régler celui-ci à, disons, 0,05. Gardez quelque chose de général. Vous verrez que cela modifie les plages ici en bas, ce qui indiquera ces différentes options et vous pouvez en fait modifier les unités utilisées. Donc, si je voulais rester avec les mètres, parce que mon projet est en mètres, je peux aussi utiliser les pieds et cela continuera à calculer comme prévu. Ce sera simplement dans cette unité différente. Vous pouvez également changer le nombre d'intervalles que vous avez jusqu'à 10 intervalles, mais pour cet exercice, je vais le laisser à 4. Si vous le souhaitez pour la génération de cellules en particulier, vous pouvez aussi demander à générer le fichier de forme des cellules utilisées pour créer ce nouveau raster. Je ne vais pas le faire pour cet exercice, mais cette option est disponible si cela vous intéresse. En passant à notre onglet suivant, voici comment vous pouvez exécuter. Je vais simplement parler de nos différentes options ici pendant un instant. Le plus souvent, vous allez utiliser l'étendue de base. C'est l'étendue de la couche LAS active. Sous ce menu déroulant, vous avez également quelques autres options.
Et si jamais vous souhaitez exécuter un assistant d'exportation et que vous voulez le faire dans une zone donnée, par exemple si vous voulez extraire une zone d'intérêt, vous pouvez utiliser la découpe par polygone. Il vous suffit simplement de créer votre entité au préalable, puis vous pouvez exporter les données à l'intérieur de n'importe quelle entité que vous créez. Sur la page finale, c'est là que vous définissez l'emplacement de sortie. Donc, dans ce cas, je vais simplement le placer dans mon dossier de données. Et c'est ainsi que je choisirai de l'appeler la densité ponctuelle, Quality Assurance, and Quality Control. Vous remarquerez qu'il génère un fichier TIFF, car il génère une image raster, pour afficher notre densité de points en fonction des attributs que nous avons saisis. Une fois que vous aurez correctement renseigné toutes ces informations, vous pourrez cliquer sur « Terminer » pour générer votre raster. Il semble que cela n'ait pas été ajouté à ma carte. C'est bon. Voyons si je peux le trouver très rapidement. Tous les fichiers images. On dirait qu'il veut se cacher de moi et c'est peut-être parce que j'ai commis une erreur fatale au début. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Je n'ai pas sauvegardé mon projet. Ça finit toujours par vous rattraper. Ouais, eh bien, l'un de nous avait anticipé. Oui, d'accord, donc c'est une chose à retenir. Dans LP 360, vous pouvez voir que même nous, les spécialistes, une simple erreur ou un simple faux pas peut entraîner de la confusion plus tard dans votre traitement. Beaucoup de fonctions de LP 360 exigent que vous sauvegardiez votre projet avant l'exécution. Sinon, il ne saura pas où enregistrer votre projet, parce qu'il utilise ce qu'on appelle la variable de chemin du projet LP 360 pour votre exportation. Très bien. Donc, dans ce cas, je vais maintenant sauvegarder mon projet parce que c'est une étape très importante. Gardez le nom très simple, donc juste exercice Quarker. Oui, s'il vous plaît. Et voyons si nous pouvons refaire fonctionner cela. Maintenant, je vais en fait le laisser calculer automatiquement. Je vais le laisser trouver la solution pour moi. Nous allons vérifier nos points d'entrée pour nous assurer qu'il a bien enregistré toutes ces informations. Donc, uniquement notre filtre. Nous ne voulons que les éléments qui sont ici. Parfait. Premier retour. Ça a l'air bien. Onglet densité. Cela devrait être correct, mais nous allons revérifier car je veux être sûr de ne rien oublier et de ne pas vous induire en erreur. D'accord, onglet densité. Très bien, oui, je suis d'accord. Je veux mes graphiques juste ici. Je souhaite faire tout mon possible. Bon, on va réessayer, mais je vais le mettre dans la section exercice. Alors, trouvons-le. Exercice d'assurance qualité-contrôle qualité. Et nous appellerons ça la deuxième prise. Cliquez sur Terminer et voyons voir. On dirait que mon logiciel ne m'aime pas aujourd'hui. Voyez, il a auto-détecté une taille bien plus petite. C'est car elle a une densité bien plus élevée que nos anciens jeux de données. Petite remarque également, pour notre conférence, nous utilisons aussi une version expérimentale. Et je suis sur une version plus récente que vous. Donc merci de votre patience s'il y a des problèmes constatés. C'est un processus entièrement optionnel que nous suivons aujourd'hui. C'est donc principalement pour vous montrer les différentes options que vous pouvez utiliser lors de votre traitement pour la génération de produits QA/QC. Les plus couramment utilisés seront pour la précision relative, les statistiques du nuage de points et la précision de surface. Ce sont les outils que nous recommandons le plus souvent, contrairement à la densité de points, mais voici comment vous pouvez la générer. Voyons voir. Pour que les choses avancent, puisqu'il est 15h30, je vais passer à notre prochaine section. Alors, laissez-moi regarder ceci rapidement. Par conséquent, cela va donc correspondre à ce qui est écrit sur ma page 61, plus précisément sous la partie identifiée comme la section 0210.
et je vais vous montrer plusieurs façons différentes de créer un ortho-DZ. Oui? Intéressant. Si c'est le cas, je vais être sacrément déboussolé. Voyons voir. Oui, il s'agit d'un ensemble de données très petit, conçu ainsi pour que nous puissions utiliser ces outils très rapidement. Parce que nous voulions aussi que vous puissiez poser des questions et ce genre de choses pendant la session de formation. Donc, et c'est assez drôle, avant c'était l'inverse. Si vous l'envoyez au gestionnaire de tâches, cela ne fonctionnait pas, donc c'est très amusant. J'adore ça. D'accord. Donc, il semble que toute ma densité soit tombée dans cette zone verte, ce qui signifie qu'elle avait une densité de points plus élevée que celle que j'avais spécifiée dans mon intervalle, ce qui est exactement ce que je voulais voir. Donc, dans ce cas, cela respecte entièrement mon seuil. Je suis satisfait de ces résultats. Je peux continuer. Comme je l'ai mentionné, nous allons faire quelques images DZ. Cela peut donc maintenant être traité via la précision de surface. C'est d'ailleurs la méthode que nous recommandons à tout le monde. Mais je vais vous montrer les deux options pour cette génération. Donc, l'option d'origine va passer par l'assistant d'exportation. Encore une fois, il s'agira d'un autre type de surface. Dans le filtre Points d'entrée, dans ce cas, nous allons supprimer tous nos filtres car nous voulons utiliser toutes nos données. Nous ne voulons rien exclure pendant ce processus. Donc ici, je vais simplement revenir à tous mes points et vous verrez que cela désactive automatiquement ces filtres sans que j'aie à modifier quoi que ce soit. D'accord. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous allons laisser cette option comme insertion de points, mais au lieu de la densité, nous allons la désactiver et cliquer sur Image DZ. Avec bon nombre de nos attributs, vous remarquerez qu'un nouvel onglet a été ajouté à la boîte de dialogue, ce qui vous permettra de configurer les paramètres. Maintenant, celui-ci vous permettra de modifier vos intervalles. Donc, dans ce cas, si je le voulais, je pourrais augmenter celui-ci à 5. Et disons que nous voulons faire un intervalle de 2 cm, alors qu'ici, c'est 250 cm. Donc, nous allons simplement le diminuer légèrement. Donc, en fait, nous sommes en mètres. Donc, ça va être 0,2. C'est ce que je veux. D'accord. Vous pouvez également modifier les couleurs si vous le souhaitez. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés avec certaines couleurs. Vous pouvez les adapter à vos besoins, mais dans ce cas, je vais les laisser telles quelles. Encore une fois, je vais appliquer cela à toute ma dernière couche. Si vous souhaitez dessiner une boîte de délimitation ou simplement définir une zone unique, une fois ceci exécuté, vous pouvez choisir l'option Fenêtre de dessin. En utilisant ce bouton, vous pourrez dessiner une fenêtre dans la vue de votre carte et c'est là que cela s'exécutera. Si vous choisissez d'utiliser cette option, une fois que vous avez dessiné votre fenêtre, ne touchez à rien en dehors de l'assistant d'exportation. Sinon, la nouvelle fenêtre que vous avez dessinée sera supprimée. Vous devrez le redessiner. Évitons de devoir refaire les étapes. Dans ce cas, je vais l'exécuter sur l'ensemble de ma couche LAS active, étant donné la petite taille de notre jeu de données. Sur la dernière page, nous allons une nouvelle fois exporter. Cela exportera un autre fichier TIFF, mais comme je l'ai mentionné, celui-ci est appelé image DZ. C'est donc ainsi que je vais l'appeler DZQAQC exercice. Et cliquez sur Exporteur. Finition. Le gestionnaire de tâches est accessible en haut de la page car j'y ai soumis ma candidature afin que vous puissiez suivre les progrès. L'exportation de l'image DZ prendra généralement un peu plus de temps que celle des autres fichiers livrables via l'assistant d'exportation. Veuillez en tenir compte. Car il analyse l'intégralité de votre nuage de points à cette fin. Maintenant, vous pouvez voir que c'est terminé, donc nous allons clôturer ce travail afin de pouvoir examiner nos résultats. Oui, nous y sommes. Voici donc mon image DZ.
qui met en évidence en vert les zones qui se situent dans cette plage de 2 cm. Tout ce qui se trouve en dehors de cette plage ou dans un intervalle supérieur sera coloré en rouge. Il existe également une autre façon de procéder, qui ne sera pas aussi segmentée que notre assistant d'exportation ici. Et ce sera notre raster de précision de surface. Maintenant, le raster de précision de surface propose plusieurs options différentes. Donc pour ceux qui suivent, dans le livre, je suis à la page 63, section 3, concernant la précision de surface. Cet outil nécessite une licence supplémentaire. Vous devez donc disposer soit de la licence Strip Align, Strip Adjust, ou de la licence Business Intelligence Tool ou BEAT, un produit complémentaire pour pouvoir utiliser la précision de surface. Mais il peut être trouvé dans l'onglet QA/QC, juste ici. Pour celui-ci, nous allons générer 2 rasters différents. La principale différence entre eux réside dans leur mode de colorisation. Pour le premier, nous allons générer une image en niveau de gris. Nous allons effectuer l'analyse globale et interbande, ce qui va examiner les zones de recouvrement détectées dans votre nuage de points. Pour la taille de cellule, nous allons choisir 5, ce qui correspondra à 5 unités de la carte, donc dans ce cas 5 mètres. Vous pouvez sélectionner le dossier de sortie et le nom du fichier de sortie. Le nom racine de la couche de sortie correspond simplement au nom du fichier utilisé pour l'importation. Vous pouvez le voir ici, sur votre LAS actif. Si vous aviez plusieurs couches LAS dans votre projet et que vous vouliez en évaluer différentes, vous pouvez en fait cliquer sur ce menu déroulant et sélectionner le LAS souhaité dans la boîte de dialogue. Parfait, c'est entendu. Donc pour cette étape précise, je vais choisir de l'appeler sortie en niveau de gris. Tout simplement. Et je vais continuer à utiliser le mode niveau de gris utilisé ici en bas. Maintenant, une autre option que je vais activer est l'utilisation de la surface plane. Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est que je vais faire référence à notre exportation actuelle ici. Vous pouvez voir ici que tout cela est vert. La plupart du rouge se trouve sur notre végétation. Cela s'explique par le fait que, lors de la collecte des données, la végétation va présenter un certain niveau de mouvement dynamique, que ce soit à cause du vent ou d'un autre facteur externe. Ainsi, elle n'aura pas une structure rigide dans votre nuage de points, alors que les routes et autres structures artificielles auront cet aspect standardisé dans le nuage de points. Et cela facilite grandement la détection par l'algorithme de toute mesure précise de la surface réelle. Très bien. Donc, à partir d'ici, je vais cliquer sur Terminer ou Traiter. Et cela devrait générer ce résultat, mais pour une raison quelconque, il semble que le mien ne veuille rien générer. Je vais donc me permettre de faire une nouvelle tentative dès maintenant. Si vous voulez bien patienter un petit instant avec moi, voici enfin le dossier complet que nous recherchions tous. Prenons maintenant le temps de regarder attentivement ce qu'il contient. Je suis très confus quant à la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Tout est activé. D'accord, je comprends. Pour l'instant, rien à signaler. Mes paramètres avancés ne devraient pas être activés maintenant. D'accord, tout semble correct. Je crois qu'à un moment donné aujourd'hui, j'ai cassé mon ordinateur, mais j'espère que vous autres serez capables de les faire fonctionner. D'accord, certaines personnes peuvent les gérer. D'accord. Je dois dire que c'est une première car j'ai testé l'intégralité de ce document avant notre conférence, donc je sais que tout fonctionnait il y a 2 jours. Ils sont donc verrouillés. D'accord, donc on va faire un clic droit. Donc je vais sélectionner Ouvrir en lecture d'écriture. Non, sélectionne. Pourquoi tu ne les sélectionnes pas tous? Sélectionne. D'accord. D'accord, laissez-moi essayer. Parfois, votre LP 360 a juste besoin d'un redémarrage rapide, car il peut parfois se bloquer en arrière-plan. J'espère que c'est peut-être ce qui se passe. Je m'excuse de passer un peu du coq à l'âne ici. J'espère que cela va résoudre le problème.
Maintenant, essayons à nouveau. Donc, onglet des derniers fichiers. Je devrais pouvoir faire un clic droit sur la couche elle-même. Ouvrir en lecture-écriture. D'accord, parfait. Très bien, sélectionnez à nouveau le nom de la couche. Nous allons cliquer sur Charger juste pour s'assurer qu'elles sont bien chargées. D'accord, c'est ce que je voulais voir. Parfait. Maintenant, essayons encore une fois. QAQC, précision de la surface. Intertranche globale, utilisez uniquement les surfaces planes. Taille de cellule de grille de 5. Sortie en niveau de grille à nouveau. Et essayons ça. Très bien, maintenant on est opérationnel. C'est ce que je voulais voir. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est capable de détecter très facilement toutes ces surfaces planes et d'exclure notre végétation. Parce que, souvenez-vous, notre végétation va presque toujours être signalée comme une surface bruyante à cause de son mouvement dynamique. D'accord? Pour notre deuxième exemple, nous allons utiliser les mêmes paramètres, sauf que nous allons choisir de l'exécuter en tant que raster colorisé. Au lieu d'un niveau de gris, donc dans la précision de surface, je vais activer à nouveau à la fois le global et l'intertranche. Mais je vais sélectionner coloriser juste pour que vous puissiez visualiser à quoi ressemble une surface non plane dans ce cas. Pour ma part, je vais laisser l'option utiliser uniquement les surfaces planes désactivée, juste à des fins de visualisation. Mais vous êtes tout à fait libre de définir cela et ceci sera mon rendu colorisé. Sortie. Vous remarquerez que lorsque vous sélectionnez l'option colorisée, vous avez la possibilité de choisir le seuil utilisé. Ainsi, vous pouvez choisir soit 2 cm, 5, 10, 15, 20 ou définir une valeur personnalisée. Si vous choisissez personnaliser, toutes les options activées en haut vous permettront de spécifier le seuil que vous souhaitez utiliser. Pour cet exercice, je vais sélectionner 2 cm. Si vous souhaitez voir quelles couleurs seront utilisées, vous pouvez ouvrir les paramètres avancés et cela affichera les différentes couleurs utilisées. Si vous souhaitez modifier les couleurs, vous pouvez double-cliquer sur l'icône de couleur et spécifier celle qui conviendrait le mieux à vos besoins ou à vos objectifs de visualisation. Très bien, maintenant que tout est configuré, je vais cliquer sur Terminer, Produire ou Traiter, selon le bouton affiché ici. Voilà. Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention à nos zones végétalisées. Elles sont toutes marquées d'une couleur rouge foncé, ce qui signifie qu'elles se situeront presque toujours en dehors de notre seuil, surtout lorsque nous examinons des données très précises comme celles provenant d'un drone, UAV. Donc, généralement, lorsque vous essayez d'évaluer la précision de votre nuage de points, il est préférable d'utiliser ces surfaces planes pour obtenir la meilleure évaluation possible. Cet outil est souvent utilisé pour détecter toute séparation entre vos lignes de vol ou toute discontinuité détectée sur une surface au sol. Donc, si vous avez un sol classifié, vous pourriez l'utiliser sur l'ensemble de votre jeu de données. Contrairement à ici, nous utilisons chaque point collecté, c'est pourquoi l'utilisation de cette surface plane est très utile. Très bien, maintenant que nous avons vu cela, nous allons examiner notre estimation de précision. Vous devriez avoir reçu un fichier texte qui peut être importé dans le ruban Points de contrôle. Donc, dans le ruban Points de contrôle, nous allons cliquer sur Importer et cliquer sur Ajouter. À partir de là, dans le dossier de données, alors, laissez-moi trouver le mien un instant, exercice, données. Dans le dossier QAQC, vous devriez voir un fichier texte nommé Control Points Dot. Très bien, une fois que je clique sur Ouvrir, vous verrez les attributs s'afficher en bas. Mais avant de pouvoir continuer, nous devons spécifier un emplacement de sortie. Donc, je vais cliquer sur mes 3 points ou sur mon ellipse ici pour spécifier cette sortie. Alors, laissez-moi y aller. Je vais simplement remonter au niveau supérieur ici et trouver mon projet qui se trouve sous Training, Tobert, IQAQC. Et en fait, je vais créer un nouveau dossier parce que j'aime que tous mes projets soient dans le même format. Donc, je vais créer un dossier appelé Points de contrôle qui contiendra tout ce qui concerne mon estimation de précision exportée à cet emplacement.
Très bien, passons à notre prochain onglet. C'est ici que vous spécifiez comment vos colonnes sont séparées. Dans ce cas, si nous regardons ici en bas, nous pouvons voir qu'il y a un tas de virgules dans nos lignes. Donc cela signifie que c'est délimité par un certain type de caractère. Si vos propres jeux de données comportent une ligne d'entête lors de l'importation, par exemple si cette ligne était un en-tête, je voudrais augmenter cette ligne d'importation afin de m'assurer que la ligne d'entête ne soit pas incluse comme un enregistrement dans notre jeu de données. Dans ce cas, ou dans cet exemple, nous n'avons pas d'entête, donc nous pouvons rester sur l'importation à partir de la ligne 1. Sur la page suivante, nous spécifions quel caractère est utilisé pour délimiter nos différentes colonnes. Dans ce cas, c'est une virgule. Une fois que je clique là-dessus, vous verrez que tout s'aligne en de jolies lignes bien ordonnées. Sur la dernière page de cette boîte de dialogue, c'est là que vous spécifiez ce que représente chacune de ces colonnes. Tout ce qui est laissé en inconnu ne sera pas importé. Il est donc important de bien spécifier tout ce qui se trouve ici. Donc, pour notre première colonne, nous allons avoir notre champ ID. La colonne numéro 2 correspond à Y nord, la coordonnée I.nord. La colonne numéro 3 correspond à la coordonnée X est. La colonne numéro 4 correspond à la coordonnée Z élévation. Si nous faisons défiler ici en bas, nous pouvons voir que cette quatrième ou cinquième colonne sera en fait notre type de cible. Il est très important, si vous utilisez différents types de cibles, d'inclure cette information dans vos points de contrôle, car LP 360 traite chaque type de cible différemment. Donc, si vous n'avez pas attribué les types, il ne pourra pas identifier le type de cible. Donc, la colonne numéro 5 correspond au type. Enfin, la colonne numéro 6, vous remarquerez peut-être qu'il s'agit d'une série de zéros avec quelques petits décalages. Dans cet ensemble de données, nous avons effectivement quelques étoiles d'exactitude. Celles-ci sont installées à notre siège ici à Huntsville, en Alabama, et elles sont montées sur des poteaux permanents. En général, pour vos étoiles d'exactitude, celles-ci auraient des valeurs uniques en tant que décalage H. Mais comme les nôtres sont sur des poteaux fixes, ils nécessitent juste un petit ajustement mineur pour cette mesure de hauteur. Donc, dans ce cas, la colonne numéro 6 correspond au décalage H. Une fois que tout cela est configuré, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Je vais faire une petite pause pour m'assurer que tout le monde puisse faire correspondre ces colonnes aux miennes. Et cela s'importera relativement rapidement dans votre projet. Très bien, maintenant, une fois que c'est fait, dans ma table des matières, il y a quelque chose que j'aime personnellement faire. Donc, tout d'abord, je veux désactiver toutes ces autres entités et rasters pour pouvoir voir mon nuage de points et mes points de contrôle. Personnellement, j'aime changer la symbologie de mes points de contrôle pour les rendre plus faciles à visualiser lorsque je suis dézoomé ou que j'ai réduit l'échelle sur mon LAS. Pour cela, vous pouvez double-cliquer sur le symbole de votre entité. J'aime utiliser le réticule. J'augmente en fait à la fois la taille et l'épaisseur de cette forme particulière. Et je choisis aussi une couleur très vive pour qu'elle ressorte sur presque n'importe quel fond. Donc j'utilise généralement cette couleur magenta rosé ici. Cliquez sur OK, vous verrez qu'ils deviennent beaucoup plus visibles sur notre fond d'élévation. Et ils ressortiront aussi sur la plupart des autres fonds. Donc y compris sur notre RGB. Maintenant, avant de vraiment commencer mon évaluation de contrôle, j'aime zoomer sur une de mes cibles. Donc, passer à une échelle vraiment serrée. J'aime changer mon affichage à 10. Comme ça, je peux vraiment visualiser ce qu'il y a ici. Et si vous utilisez des cibles en noir et blanc, au lieu de visualiser en RGB, je vous recommande de le faire par intensité. L'intensité vous permet de mieux visualiser vos cibles en noir et blanc. Et si j'utilise mes flèches de navigation ici, donc précédent, suivant, premier et dernier, cela me permettra de naviguer entre les différentes cibles. Comme je l'ai mentionné, ce sont nos cibles à notre siège social qui sont destinées à des fins de formation. Donc, certaines de ces cibles seront plus facilement identifiables que d'autres. C'est fait exprès afin que vous puissiez voir une bonne cible par rapport à une qui s'est dégradée au fil du temps.
Donc, sous l'estimation de la précision, ici, c'est comme ça que nous allons commencer notre processus. Si vous voyez une fenêtre contextuelle comme celle-ci avec une icône jaune, ce n'est pas une alerte ou une erreur, c'est un avertissement. Cela vous dit « Hé, arrêtez-vous, prenez un moment, veuillez me lire dans ce cas ». Cela vous informe qu'il a besoin de 5 champs différents pour utiliser vos points de contrôle dans ce cas. Il a besoin du type et du décalage H, ainsi que de la précision X, Y et Z. Maintenant, les 2 premiers, nous les avons importés, mais les 3 derniers seront créés à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle couche de points de contrôle. C'est parce que ces champs particuliers sont utilisés pour le processus d'estimation. Donc, dans ce cas, je vais cliquer sur « Continuer » et la boîte de dialogue va apparaître. Maintenant, le premier paramètre que vous voyez ici est votre méthode de levée. Ceci est entièrement optionnel. L'utilisation principale prévue ici serait de fournir des attentes quant au niveau de précision de la méthode de levée utilisée pour la collecte des points de contrôle. Donc, par exemple, si je clique sur RTK, Base et Rover, voici le niveau de précision en X, Y et Z auquel on peut s'attendre. La méthode sélectionnée sera également incluse dans le fichier exporté des points de contrôle. Je vais donc cliquer sur OK ici et je vais signaler encore quelques points avant que nous procédions réellement à l'évaluation. Si je déplace ceci légèrement ici et que je sélectionne une cible, cela va alors me conduire vers ces différentes cibles. C'est donc une façon d'évaluer chaque cible individuellement sans avoir à naviguer vers elle dans la vue cartographique. Pour effectuer l'évaluation, vous devrez cliquer sur AutoFind. Si vous ne vous intéressez qu'aux estimations Z, donc si vous n'utilisez que des cibles permettant de calculer Z et que vous ne disposez pas d'une licence de précision 3D, vous pouvez activer uniquement l'option Delta Z. Vous verrez toujours cet avertissement chaque fois que vous exécuterez cet outil. Tout ce que cela signifie, c'est que ce rapport ne garantit pas la précision. Il s'agit d'une représentation statistique de la précision basée sur les normes ASPRS. D'accord. Donc, d'après notre premier essai ici, nous pouvons voir que notre RMSE-Z est de 1,8 cm. Donc, nos données Z sont très précises. Si nous voulions estimer automatiquement nos X et Y, nous pouvons désactiver Delta Z et cliquer à nouveau sur AutoFind. Mais cette fois, d'accord, vous verrez une autre fenêtre contextuelle. C'est parce que j'ai inclus des cibles Accuracy Star de type damier, CB ou cercle concentrique, CO, dans ma couche de points de contrôle. Ces 3 types de cibles sont intégrés à LP360 pour être reconnus et détectés automatiquement, non seulement en Z, mais aussi en X et Y. Ils nécessitent donc la licence de précision 3D. Le logiciel l'activera pour moi si je clique sur « Oui » ici. Comme vous pouvez le voir, il va alors effectuer l'estimation dans ces 3 dimensions. D'accord, maintenant je veux que vous prêtiez attention à ces points colorés ici. La colorisation, dans cette vue particulière, indique les points qui se situent en dehors d'un certain intervalle de confiance. Donc dans ce cas, s'ils sont surlignés en rose, cela signifie qu'ils se trouvent dans les 10% extérieurs de l'intervalle de confiance de cette mesure statistique. S'ils sont surlignés en rouge, cela signifie qu'ils se trouvent dans les 5% extérieurs de l'intervalle de confiance. Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement que ces points sont mauvais ou inexacts. Cela veut dire que vous devriez aller les inspecter manuellement pour voir s'il y a peut-être des objets verticaux autour de cette cible qui pourraient influencer ces résultats. Peut-être que la cible elle-même s'est dégradée avec le temps ou qu'il y a un problème avec votre nuage de points. Il est donc important que vous alliez évaluer tous ces points et que vous ne vous contentiez pas de prendre ces statistiques. Donc pour cet exemple, je regarde un FK. FK signifie Full Check, contrôle complet. Il s'agit généralement de vos cibles Paint qui ne seront détectées automatiquement que pour le Z. Mais si vous parvenez à les visualiser dans le nuage de points, dans ce cas, c'est très difficile. Si vous pouviez visualiser la croix de la cible, vous pourriez utiliser ce qu'on appelle le mode mesure pour sélectionner manuellement le centre et calculer également le X et le Y à cet endroit.
Vous pouvez également évaluer ces éléments dans la vue de profil en traçant un profil à travers la cible donnée et en examinant où se situe le fichier de forme par rapport au dernier fichier. Dans ce cas, il se trouve sous la surface. Il semble donc que notre dernier fichier ne soit pas à la bonne position pour celui-ci. Il faudrait donc le corriger. Si vous souhaitez effectuer une mesure manuelle, je préfère le faire sur mes damiers. Ici, je peux voir que 3 d'entre eux ont été désactivés. Cela signifie que LP360 a considéré ceci comme de mauvaises cibles. Désolé. Si je sélectionne ces cibles et que cela m'y amène et que je peux voir ma cible, je peux venir ici, activer le mode de mesure et estimer ce centre. Je dois avouer que c'est la première fois que je vois ce message. Cela indique qu'il a trouvé des noms de points de contrôle en double. Vous devez sélectionner un champ de nom unique et valide. Cela devrait être le cas, mais ceux-ci sont tous censés être uniques. En général, j'appellerais cela le nom et non l'identifiant, car il y a des lettres ici, mais on m'a dit que je devais sélectionner l'identifiant. Donc ce n'est pas grave, mais le mode de mesure est disponible pour toute personne qui souhaite l'utiliser. Vous pouvez également débiaiser automatiquement votre jeu de données en cliquant sur « Résoudre ». Il calculera les valeurs estimées de X, Y et Z qui doivent être décalées en fonction de vos points de contrôle. Vous pouvez aussi prendre exactement ces mêmes valeurs et les saisir dans le raster de transformation affine. Et cela vous permettrait également de décaler un orthomosaïque en X et en X afin de vous assurer qu'il s'aligne avec votre nuage de points. En général, le mode de mesure est le plus souvent utilisé lorsqu'un orthomosaïque de haute résolution accompagne votre jeu de données LAS. Ces fichiers doivent alors se trouver au même emplacement et dans le même système de coordonnées pour garantir que vous sélectionnez le bon centre. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur Exporter le rapport pour générer le fichier texte à partir de votre rapport. Donc, dans ce cas, je vais l'appeler mon rapport de contrôle. Et je peux naviguer jusqu'à l'emplacement de mon dossier. Donc, dans mon dossier de formation QA/QC d'octobre, j'ai mon dossier de pointe de contrôle et maintenant un fichier texte ici. Si j'ouvre ce fichier comme je l'ai mentionné précédemment, il va générer beaucoup d'informations différentes, pas seulement les statistiques. Il inclut donc la méthode de surface utilisée pour la mesure ainsi que les unités employées. Il va en fait préciser quelle machine a généré ce fichier afin que vous puissiez suivre qui effectue votre traitement. Il indiquera la version de LP360, la date, ainsi que toutes les statistiques qui ont été calculées au cours de ce processus. Et si nous descendons plus bas, il résumera ces statistiques, y compris un récapitulatif des points utilisés à chaque endroit. Donc, comme je vous le montrais à travers notre rapport ou notre boîte de dialogue, certains points ont été désactivés automatiquement par LP360 en raison de la qualité détectée à cet endroit. Et il vous indiquera tous les différents points qui avaient été importés ou utilisés dans ce cas et qui avaient été désactivés. Il vous donnera tout de même la mesure complète de ces points désactivés. Point. Si je regarde ici, ce damier était désactivé, mais je dispose toujours des mesures delta pour cette cible particulière. Quelqu'un a-t-il des questions? Les paramètres. Donc, si vous souhaitez modifier vos paramètres, nous utilisons généralement les valeurs par défaut, mais vous pouvez les ajuster. Vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue paramètres. Ce que vous modifieriez principalement ici, c'est que si vous travaillez dans une zone comportant des objets verticaux ou peut-être de hautes herbes autour de vos cibles, vous devriez effectuer une classification du terrain avant d'estimer la précision. Et dans ce cas, vous ne choisiriez que le sol parmi vos points d'entrée. Cela permettrait d'éviter toute erreur d'évaluation ou de mesure due à la végétation environnante ou à un objet vertical. Celui-ci vous permet de sélectionner un rayon fixe. En règle générale, le rayon fixe correspondra à la taille de votre cible si vous n'utilisez pas le damier ou le cercle concentrique. Ainsi, comme je l'ai mentionné précédemment, les motifs damier et cercle concentrique sont programmés directement dans le LP360 pour une reconnaissance automatique. Mais comme il existe plusieurs cibles différentes, ce rayon fixe peut être utilisé pour n'importe quelle cible importée ici.
Il s'agit simplement de la méthode de maillage pyramidal utilisée pour calculer les mesures. Donc, la méthode de pondération par la distance inverse implique une analyse statistique plus poussée pour ces mesures, contrairement à la méthode TEEN, qui est la plus couramment utilisée. Mais je dirais que l'idée de Wavy pourrait fournir des mesures un peu plus robustes que la méthode TEEN. Avons-nous d'autres questions? Eh bien, je m'excuse que cette session ne se soit pas déroulée exactement comme je l'avais prévu. J'ai essayé de tester toutes ces fonctionnalités avant que nous arrivions aujourd'hui, donc il semble que quelque chose ait changé entre il y a 2 jours et maintenant, mais dans l'ensemble, j'ai quand même pu vous montrer toutes ces différentes méthodes. Tout est entièrement documenté dans notre document d'exercice ici, et nous proposons également des formations chaque mois, en présentiel et en ligne. Donc, si jamais vous souhaitez assister et voir comment nous contrôlons la qualité de nos ensembles de données pour nos unités TrueView, vous êtes plus que bienvenus à ces sessions. L'inscription est gratuite, donc vous pouvez y participer n'importe quel mois. Les webinaires sont également entièrement enregistrés et nous partageons ces enregistrements avec vous après l'événement.